Amélie? Bonjour, bonsoir à... Oui. Non, je n'en ai pas. Bonsoir à tous et bienvenue donc sur ce live d'auteur en live. Et du coup, nous avons ce soir Salomé Martin qui va nous présenter son roman Les Accords de Galéo. Donc je te laisse te présenter. Bah, bonsoir tout le monde, bonsoir Sacha, bonjour Bonobo, je peux bien quitter, et salut Stéphie. Oh bon, il y a trop de monde là. Moi, je m'appelle Salomé Martin, je suis une auteure de 21 ans, je vis dans le sud de la France, et j'ai écrit un roman pour l'instant de fantasy qui s'appelle Les Accords de Galéo. Et sinon, dans la vie, je suis étudiante en master pour devenir prof de maths. Je sais, ça n'a rien à voir avec les bouquins, mais vous allez voir, je suis quelqu'un d'assez étrange. Donc bonsoir Sacha, bonsoir Bonobal, bonsoir Stéphie et bonsoir Sirgozen. Donc alors du coup, d'où viens-tu? Eh bien, comme disait la chanson, je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens. Je suis née dans la banlieue montpelliéraine, mais j'y étais vraiment quand j'étais bébé. Et depuis tout ce temps, je vis dans le sud de la France, au niveau de la frontière avec l'Espagne, près de Barcelone, tout ça. Pendant 2 ans, j'ai vécu en Lozère, mais sinon, c'est le plus loin que je me sois éloignée des PO. Et du coup, depuis combien de temps écris-tu? Alors, juste Sacha qui dit vive le sud, t'habites à Paris. Non, si je me trompe pas, t'es dans la région parisienne, non? Mais alors, depuis combien de temps j'écris? Bah, c'est une bonne question que tu poses jamais. D'ailleurs, c'est très marrant. Si, je la pose tout le temps. Euh, J'ai ma liste de euh, questions et c'est toujours la même. Ah bon? Ouais. Je pense qu'il y a un problème avec le chat. Il est décalé, on voit pas bien Ouais. sur le volet. Je... Mais sinon, je fais diversion pendant que je change les trucs. J'écris, je dirais, depuis que j'ai à peu près 11 ans. En fait, j'écris depuis qu'on m'a donné un ordinateur portable pour écrire. J'ai j'ai toujours aimé m'inventer des histoires. En fait, quand on a arrêté de me raconter des histoires quand j'étais petite, et ben, en fait, j'ai commencé à m'inventer mes histoires moi-même pour m'endormir. Et puis un jour, j'ai eu mon premier ordinateur portable qui était genre minuscule. Il faisait même à peu près large comme ça, tu sais, vraiment plus petit qu'une page A4. Et j'ai commencé à écrire et je me suis pas arrêtée. je connais ce genre de PC portable, les PC épais comme ça, qui Ouais. étaient énormes et Non, tout. non, Ouais. c'était vraiment tout fin. C'était Ah, limite à la taille d'un A5. C'était minuscule. Je ne sais pas comment j'ai fait pour lire avec. Après, j'étais jeune à l'époque. Mais c'était vraiment... ça se rangeait dans une poche, quoi. ok. C'était vraiment le truc nul parce que j'étais jalouse de ma meilleure amie qui en avait un aussi. Du coup, mes parents, pour me faire taire, m'ont offert un ordinateur. Et au lieu d'aller sur Internet, j'ouvrais des pages Word. C'était très logique. Du coup, moi, le premier PC portable que j'ai eu, c'était un... Genre les tout vieux, où genre fallait qu'il soit branché pour... Genre, c'est le PC portable, qui est pas Qui est pas vraiment portable. portable. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? euh... Bien, vous savez, je suis quelqu'un de très seul, donc je m'invente des vies. Non, mais en plus, c'est c'est presque ça. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire? Je dirais que ça a été plusieurs stades en fait. D'abord, il y a eu cette histoire de je m'invente des histoires pour m'endormir. Et je sais pas, en fait, dans ma famille, on lit pas mal. Du moins, à l'époque, on lisait pas mal. Je me souviens, dans les toilettes de la maison où j'ai grandi, euh, au-dessus des toilettes, t'avais genre 8 étagères qui montaient jusqu'au plafond de livres de poche sur chaque mur. Ok. Donc bon, tout de suite, l'ambiance est posée. Et du coup, j'ai toujours été entourée de bouquins. Et pour moi, une histoire, ça se racontait à travers un livre, éventuellement à travers un film. Mais à l'époque, j'avais pas vraiment une âme de cinéaste. Je ne l'ai toujours pas. Et en fait, ça m'a paru être logique d'écrire quand j'avais des idées en tête. Puis après, ça m'est un peu passé. Je suis allée dans le monde obscur de la fanfiction parce que on a tous été adolescents, Oui. hein, pas de jugement. Et et en fait, après, je suis tombée dans les Harry Potter. Quand ma phase One Direction, je n'ai aucune honte à dire que j'ai eu une phase One Direction. Ok,
battons-nous, hein. Si vous avez quelque chose à dire, battons-nous. Mais j'ai eu cette phase et un jour, en fait, quand ils se sont séparés, je me suis dit, du coup, je suis plus fan de rien. Et j'ai scrollé sur Facebook et est-ce que t'es fan de Harry Potter, machin? Du coup, oui. J'ai liké la page et c'était pire erreur de ma vie. J'ai recommencé à lire parce que je lisais pas énormément à l'époque. J'ai recommencé à lire beaucoup en lisant les Harry Potter pour la première fois. Et du coup, ça m'est revenu. Je suis retournée sur les sentiers de la gloire et de la lumière d'écrire des choses qui ne viennent pas d'une fanbase. Alors du coup, bienvenue à Cléa qui nous a rejoint. Hello! Et oui, cette animation de qualité. Et du coup, tu es en édition chez Sud-Arène Édition. Et du coup, Yep. pourquoi avoir choisi cette maison d'édition? Parce que j'ai fait l'erreur du débutant. Alors attention, Sud-Arène, c'est très bien. Mais je m'y suis vraiment pris à l'envers. C'est-à-dire que quand j'ai eu fini d'écrire mon manuscrit, je ne connaissais rien au monde de l'édition. Mais quand je dis rien, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai même pas le réflexe que j'ai aujourd'hui de quand je lis un bouquin, de regarder quelle maison d'édition l'a édité. Je savais même pas qu'il y avait différents types de maisons d'édition, de tailles différentes. Enfin, pour moi, un livre, c'est un livre papier. Il n'y a rien derrière, éventuellement l'auteur, mais c'est tout, quoi. Et en fait, quand j'ai fini d'écrire ce premier manuscrit, je me suis dit, bon, j'ai envie que ça devienne un livre. Et en gros, mon copain qui est dans les commentaires, dans le chat aujourd'hui, on était partis en convention ensemble. Et là, je vois un stand gigantesque avec une dizaine de personnes. Moi, j'étais là parce que j'étais fan d'Harry Potter, donc je voulais voir des gens en cosplay Harry Potter. Là, je vois 10 tables avec des livres. Et là, mon cerveau, il fait oh mon Dieu. J'étais comme un papillon nu devant le soleil, si tu veux. J'étais paniquée. Et du coup, mon copain m'a foutu un grand coup de pied au cul, pour ainsi dire, et il m'a dit, va leur parler. Donc moi, j'en pouvais plus, mais c'est comme ça que j'ai découvert la maison d'édition et que de fil en aiguille, j'ai pu être éditée. D'accord. Et du coup, tu comptes, euh, tu comptes t'auto-éditer ou quelque chose comme ça par la suite ou pas du tout? Alors, l'auto-édition, peut-être, pour certains projets que j'écrirai dans genre 10 ans. Il va y avoir une progression dans ma carrière d'auteur, j'espère. Je compte essayer plusieurs maisons d'édition. C'est vraiment un monde qui est assez vaste et que je compte découvrir. Mais pour moi, les maisons d'édition, c'est quand même à compte d'éditeurs, bien évidemment. Hein. Oui. Ça reste pour moi ce qu'il y a de mieux et c'est ce dans quoi je préfère rester parce que c'est là où tu te prends le moins la tête parce que t'as pas à gérer les distributeurs, la mise en page, trouver un correcteur, trouver un graphiste. Bon, c'est des choses que tu peux faire même si tu es en maison d'édition, mais ça reste quand même un poids que j'ai en moins. Et à l'époque où j'avais 18 ans, quand j'ai publié les accords de Galéo, je n'y connaissais rien. Donc vraiment, ça a été super d'avoir un accompagnement. Et même aujourd'hui, où je suis un peu plus rodée dans le monde de l'édition, je sais que j'ai encore besoin de la béquille, quoi. Donc, il y a des projets, je sais, qui ne conviendront à aucune maison d'édition, à moins que je devienne J.K. Rowling, ce que je me souhaite, mais je doute que ça arrive un jour. Et on ne sait jamais, hein. Donc, Peut-être un jour, Auteur en live deviendra ultra connu et du coup, oui. toi, tu deviendras ultra connu par le biais de... en étant notre modérateur. Oui, je ne peux qu'en rêver. Mais en attendant, je prévois quand même le fait d'avoir un parachute. Et je sais qu'il y a des projets que je sortirai en auto-édition parce que ce sera mon bébé, c'est mon joujou, c'est mon petit plaisir. Mais c'est pas forcément quelque chose que j'aurai le besoin de partager autant parce que ce sera vraiment quelque chose de très personnel que d'autres histoires que j'ai. Et parce que le projet est un peu plus vaste, et donc je voudrais avoir plus de liberté, à moins de trouver une maison d'édition qui dit amen à tout ce que je dis, mais compliqué. Hein. Du coup, je vais te laisser... non, d'abord la question, quel genre écris-tu le plus? Alors, moi, vous savez, je suis quelqu'un qui prend des décisions dans sa vie, qui se dit je vais m'en tenir à un fil rouge. C'est pas grave si j'ai pas tout prévu, mais il y a au moins des choses pour lesquelles je dois être sûre.
Il y a une chose que j'étais sûre quand j'ai commencé à écrire, c'est que j'écrirais de la fantasy. Parce que j'aimais créer des mondes imaginaires, parce que j'aimais pas... J'ai quelques idées de romans fantastiques, mais comparé à mes idées de romans de fantasy, c'est genre même pas 10%, quoi. Donc je m'étais dit, j'écrirais que de la fantasy. Ça, c'était quand j'ai écrit les accords de Galéo. Aujourd'hui, bon, les champs s'ouvrent, donc je préfère écrire de la fantasy / fantastique dans des mondes que je crée moi-même, et éventuellement un peu de steampunk, parce que c'est un genre montant et qui m'intéresse. Mais je reste quand même ouverte au reste. Et du coup, maintenant, je vais te laisser me présenter ton roman. Alors attends 2 secondes. Est-ce que tu as lu Oui, j'ai vu. Alex? Quand j'ai dit que tu pouvais venir pour m'embêter, c'est pas ce que j'entendais. Tu nous en parleras après de ce fameux, de ce fameux manuel. C'était mon projet secret. Ils étaient pas censés savoir aussi vite. Donc, la bébé. La bébé. Alors, est-ce qu'on va le voir à la caméra parce que... On le voit très bien. Génial. Les accords de Galéo. Donc, c'est un roman de fantasy / steampunk. Qui... Alors, ça y est. Tu vois, j'ai plus le souvenir des salons. Du coup, avant, dès qu'on me demandait parle-moi de ton bouquin, j'avais le script, tu sais, j'avais le prompteur devant les yeux. Là, je sais plus quelle est l'histoire de mon bouquin. C'est bien, ça. On suit l'histoire de 2 pays qui s'appellent Galéo et Artisis, qui se sont fait la guerre il y a 1 millier d'années et qui sont plus du tout rentrés en contact depuis, parce qu'ils sont séparés par la mer. Et le royaume de Galéo, qui est sorti victorieux de cette guerre, s'est étendu sur tout un continent, et à cause de cela, il commence à être un peu décadent dans le sens où le peuple est en proie à la famine, aux maladies, bref. Ça sent un peu le roussi pour la royauté, et la meilleure option que le roi voit pour redresser la situation, c'est de tranquillement distraire son peuple en signant des accords de paix avec avec le pays d'Artisis, histoire de distraire un peu la populace le temps qu'il fasse ses magouilles et que tout le monde oublie son malheur. Ce à quoi il s'attend pas, c'est que tandis que Galéo est resté vraiment dans sa marinade, le vieux royaume fantasy comme on le connaît bien, avec une sorte d'église un peu étrange, avec des dérives... Bref, il se passe des trucs chelous. D'un autre côté, Artisis a beaucoup évolué, c'est pour ça que c'est de là que vient le côté steampunk de mon roman. Les hommes ont appris à vivre dans les arbres, ils ont déjà développé des armes à feu. Donc vraiment, il va y avoir un énorme choc des cultures. Et l'élément déclencheur, et surtout l'élément de la plupart des péripéties, va être l'héroïne de mon roman, qui s'appelle Gabrielle, qui vient d'Artisis, qui est même gouverneuse d'Artisis, et qui va venir signer cet accord de paix, et qui va très vite se rendre compte que le roi essaie de la manipuler, et spoiler alert, ça va pas lui plaire. Donc il y a une petite romance dans le fond, il y a des intrigues, 2-3 pétages de câbles, quelques engueulades, des menaces, pas vraiment de mort, mais de guerre quand même, donc c'est à peu près équivalent. Et donc voilà, au milieu de tout ce joyeux bordel, elle va essayer de dénouer les intrigues politiques et de démêler cette histoire de religion, parce que c'est quelque chose qui la touche personnellement par rapport à son histoire. Et elle va aussi se rendre compte que là aussi, ça s'en roussit. Je sais plus pareil. Et c'est tout. Alors, je t'ai endormi? Tu peux me le dire. Hein. Alors du coup, est-ce que tu as des projets pour 2021? Coucou, alors Snew? J'ai Oui. envie de dire Snew. C'est peut-être pas une partie de mon cerveau dit Snow, l'autre dit Snew. Snew. Snew, c'est ça, c'est Snew. Snui. Snui. Snui 13. Snew. Oh, merci Alexandre. C'est si terrible. Bon, pourquoi ça parle de Levallois? Bref, c'était quoi la question? Tes projets pour 2021 ou 2022 alors, bon. Il paraît que t'en as plein. Oui, j'en ai plein. Dont un manuel de Grippin.
T'es Dans un content? manuel de... Pendant une seconde, j'ai cru que t'allais chez la banque, j'étais en mode... Le premier projet qui est le plus abouti, c'est une duologie de fantasy qui se passe à l'âge de fer. Merci Alexandre de m'avoir corrigé à ce niveau-là, je m'étais trompée d'époque historique. Qui s'appelle Rage au corps, qui se passe en 2 tomes, donc oui, c'est une duologie, ça je l'ai déjà dit. Et en gros, c'est une histoire avec des grosses bébêtes, mélange de dinosaures et de dragons qui chassent les humains, et on suit l'histoire de chasseurs de ces bêtes-là, un peu à la Monster Hunter / Eragon / Skyrim. Et pour l'instant, ce manuel est actuellement en attente de réponses positives, je l'espère, de maisons d'édition. Le truc, c'est qu'avec la crise du Covid, beaucoup de gens se sont mis à écrire, donc il y a beaucoup de maisons d'édition qui ont fermé leur soumission ou qui disent vous aurez une réponse en 2023. Petite tristesse de mon côté. Donc voilà, le premier tome est écrit, il attend au chaud, j'écrirai probablement le 2e tome sous peu. Mais c'est mon projet le plus abouti et j'espère qu'il trouvera bientôt sa maison. Le 2e projet... Oh non! Oui, parce que Sirgozen et Snew ont eu la chance de lire le premier tome en avant-première. Et donc ça me touche beaucoup parce que j'avais eu la vie d'Alexandre, de Sirgozen, mais pas de Snew. D'accord. Oui, non, mais je sais Alexandre, tu sais, je suis amie avec elle sur Facebook, donc je sais comment elle s'appelle. Le 2e projet, donc, si j'ai tendance à m'éparpiller, dis-le moi, je suis un Il n'y a pas de souci. papillon. Il n'y a pas de souci, vas-y, parle autant que tu veux. Le 2e projet, qui est sorti du NaNoWriMo de novembre de l'année dernière, c'est un projet de post-apocalyptique. Qui au départ était censé être du steampunk. Donc quand je vous dis que j'ai un fil rouge et que j'en dévie très vite, en fait ça partait d'une blague. Je me demande si c'est pas Alexandre qui m'a fait cette blague d'ailleurs. C'est toujours de la faute d'Alexandre. En fait, je suis la seule auteure dans ma maison d'édition d'avoir créé du steampunk. Et quelqu'un m'a dit ah ouais, ce serait marrant que tu deviennes la référence steampunk de notre maison d'édition en écrivant plusieurs romans steampunk. Et je suis en mode attends. Du coup, pendant la NaNoWriMo, j'étais en train de corriger Rage au corps et j'avais besoin d'un break, donc je me suis dit, écris un bouquin steampunk plus ou moins de la même manière que t'as écrit Galéo, balance des idées et vois ce qu'il en sort. C'était limite à la base pour le fun, un truc que je retravaillerai peut-être des années plus tard. On est sorti un roman de dystopie post-apocalyptique. Il n'y a pas de zombies. Parce que souvent, quand on dit post-apocalyptique, les gens sont tout de suite en mode Walking Dead, ce genre de choses-là. Et dystopique, c'est pas non plus un Hunger Games, ou tous les bouquins de ce genre-là. C'est le pitch de base, c'est qu'il y a eu une éruption solaire énormissime qui a fait que tous les systèmes électriques de la planète sont HS, et depuis 6 ans, le gouvernement n'a de cesse de promettre que mais oui, tout va bien, on va tout relancer, les gens sont en train de crever de faim et de maladie, il se passe rien, et du coup, il y a un groupe de rebelles qui décide de se battre contre le gouvernement pour essayer de réactiver les centrales électriques qui sont possibles, et on suit plusieurs protagonistes qui vont essayer de jouer des coudes à ce niveau-là. Ce manuscrit-là, il est corrigé, il a eu sa première phase de correction, là je suis en phase de bêta lecture. Donc c'est pas un projet pour tout de suite, et surtout comme je le dis avec le Covid, pour trouver une maison d'édition, déjà qu'à la base c'était un peu serré, là, disons que je suis pas pressée. Ouais. Surtout qu'à côté j'ai des études, comme je le disais, je suis en master, je suis en train de passer cette année le concours d'enseignement, donc autant vous dire que je ne m'ennuie pas le week-end. Courage, tu vas y arriver. Chez moi je suis crevée, donc oui, j'y crois. Non mais les dés sont jetés, donc les écrits sont passés, on verra déjà si je suis admissible. Mais tout ça pour dire que ouais, c'est un projet que j'aime beaucoup parce qu'au final, d'une blague que quelqu'un m'avait faite, puis que je m'étais faite à moi-même, est sorti quelque chose dont je suis très fière parce que vu que c'est un roman qui se passe dans
dans un cadre réel. Ça se passe en France, aux alentours de Marseille et dans la Méditerranée. Et donc, j'avais pas trop confiance en moi à ce niveau-là parce que ça me fait peur d'écrire des choses dans le monde réel parce que je peux pas faire mes règles et dire ta gueule, c'est magique. Oui. Je me suis posé un défi et je suis fière de ce qui en est ressorti. Donc, j'attends de le peaufiner, ce bébé-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? C'est cool, je connais. Ouais, non, mais je blâme tout sur Alexandre de toute façon. Si j'arrive à faire quelque chose de ma vie, c'est à cause de lui. Ça fait pas une mini boule au ventre quand tu reçois un retour de bêta lecture. Si. Alors, au départ, j'avais 2 bêta lecteurs pour la dernière. Le roman s'appellera La dernière révolte. En principe, s'il n'y a pas de changement. Oui, ça me fait une boule au ventre parce que au départ, j'avais 2 bêta lecteurs. Maintenant, j'en ai plus qu'un parce que l'autre a des problèmes personnels qui font qu'il peut plus être bêta lecteur. Mais justement, cette personne-là, je ne la connaissais pas beaucoup. Mais ce que je savais d'elle, c'est que il a des opinions assez tranchées. Il est très doué en littérature, mais du coup, il est. Et quand j'ai reçu les premiers retours de bêta lecture et que malgré des corrections avec des logiciels orthographiques, il y avait des trucs genre le mot faire, le métal à la place du verbe faire, et quand tu vois le Salomé, 3 petits points à côté du mot, Donc, mais en même temps, je me dis, les bêta lecteurs, c'est les premiers lecteurs, et c'est des gens aussi en qui je fais confiance, et si tu veux, bon, certains diront que c'est un peu maso, mais au final, je fais ça pour me prendre une claque, en fait. Parce qu'on n'a jamais de recul en tant qu'auteur par rapport à son propre travail, parce que c'est mon bébé, il est parfait, j'ai mis tout mon cœur, le premier jet, il est génial, il va pas y avoir de soucis. Première ligne, là, il y a une incohérence. Ah. Ça brûle. Donc bon, c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. Donc, question suivante. Sauf si... Excuse-moi, il y a des poils de chien qui volent. Si tu vois... J'ai un golden retriever, donc je vois les poils qui volent devant la caméra. Nous, on les voit pas, si ça peut te rassurer. Alors, attends. Je regarde... Oui, mais ça me déconcentre, donc si tu me vois doucher, ça... Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet-là? Parce que après, je vais... Au pire, les parler d'un truc assez énorme. Les questions, je te les poserai après, t'inquiète. Ouais, d'accord, ok. Alors, est-ce que, du coup, prochaine question, ou t'as encore d'autres projets? Non, il y en a un troisième. Je t'écoute. Le développement. Ah, le fameux manuel de Grippin. Le fameux manuel de Grippin, voilà, c'était mon secret, je comptais l'annoncer ce week-end sur mon Instagram. J'ai été contactée par Moulinex. Je vais vous faire la meilleure formule de toast. Publié chez Gallimard, c'est ça aussi? Ouais, voilà, exactement. Ouais. Je vais avoir des salons qui me seront dédiés. Une chaise en or au Salon du Livre de Paris. Tu vas voir les autres auteurs. Je vais jeter Bernard Werber à la poubelle. Bonsoir Jordan. Et le Jordan. Alors, en plus, non mais Jordan, ce timing, Jordan qui arrive au moment où je fais The annonce, quoi. Nous t'écoutons. Et d'ailleurs, c'est génial qu'Alexane soit là. Parce qu'Alexane, je vais te parler. On a des problèmes. Mais après avoir publié les accords de Galéo, moi, je les ai écrits les accords de Galéo parce que je n'arrivais pas à finir le moindre manuscrit. Et une fois n'est pas coutume, à la fin, je me suis lancée dans le NaNoWriMo pour la première fois et j'ai écrit les accords de Galéo comme ça. Et au final, j'ai été fière de ce que j'avais fait et j'en suis venue qu'une année après à publier ce roman. Mais pour moi, les accords de Galéo, c'était fini. C'est-à-dire que le roman se suffit à lui-même parce que l'intrigue est résolue, les personnages ont leur ending qui leur convient et j'avais rien à rajouter à leur sujet. Et pourtant, dans les retours qu'on m'a fait, il y a eu plusieurs lecteurs qui m'ont dit oui, mais du coup, telle chose, j'aimerais avoir plus d'informations, ou alors c'est dommage que tu ne sois pas plus intéressé, ou que tu ne sois pas allé plus en profondeur sur telle partie de l'univers que tu as créé. Et moi, je ne voyais pas du tout ça comme ça, mais au final, je me suis rendu compte qu'il y avait une demande pour ça.
Mais en même temps, Les Accords de Galéo, c'était une histoire, enfin, je veux dire, il est très court, hein. Il fait 200 pages. 200 pages pour un roman de fantasy, c'est court, mais en même temps, j'avais dit ce que je voulais dire. Et je me voyais mal réécrire une histoire avec les mêmes personnages parce que leur vie, à la fin du roman, elle est un peu boring parce que, bon, je veux pas spoiler la fin, mais ils peuvent pas vraiment se permettre de reprendre une épée et de partir à la conquête du monde, quoi. Ils ont des nouveaux objectifs à accomplir, mais pas une aventure épique, quoi. Puis, il y a une idée qui a commencé à germer par rapport à l'univers de Gaïo, parce que c'est vrai qu'au final, j'ai créé tout un ensemble de voix, tout un univers, toute une histoire que j'avais gardée pour moi-même et dont je me servais par petits éclats pour écrire mon roman, pour justifier que telle personne n'aime pas telle autre, etc. Et ça a commencé... Moi, j'ai la technique du sachet de thé. C'est-à-dire que j'ai une idée, c'est un sachet de thé, je me l'infuse dans le cerveau jusqu'à ce que ça donne quelque chose. Et au final, je suis en train de travailler contre toutes mes attentes sur un nouveau roman qui se passera dans l'univers de Galéo, qui n'aura pas pour personnage principal Gabriel, Louis, Ariane, les personnages principaux de mon désaccord, mais ils seront présents. Ça se passera une quinzaine d'années après les événements des accords de Galéo, et ça se concentrera sur toute la mécanique des anges et l'histoire qu'ils ont en lien avec Galéo. Je regarde pas le chat, mais là j'ai vu juste le voilà, mais c'était sûr en fait, mais c'était sûr. Oui, les gens ont fini par me convaincre que j'avais plus de choses à faire avec Galéo. Et voilà, je suis en train de travailler sur ce premier jet qui avance doucement parce que j'ai des écrits en juin, donc avril, mai, juin, on est déjà à la moitié du mois d'avril. J'ai pas trop le temps d'écrire et pas toujours la motivation ou le bon mood, mais c'est officiel, je travaille sur un nouveau roman dans le monde des accords de Galéo. Je préfère pas donner de titre tout de suite parce qu'à tout moment ça peut changer. Du coup, as-tu un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Alors, moi, dans la plupart des interviews qui ont lieu sur cette chaîne, il y a toujours les auteurs disent quasiment à chaque fois lancez-vous, n'ayez pas peur, essayez, vous verrez bien ce que ça donne. J'aimerais prendre le contre-pied de ça et dire tout à fait, écrivez. Si c'est un art qui vous plaît, l'écriture, allez-y, faites-vous plaisir. Mais il faut comprendre que y a une différence entre écrire pour soi, parce que ça fait plaisir, je connais plein d'amis qui écrivent, mais qui n'ont jamais l'intention que quelqu'un d'autre lise leurs écrits. Si vous avez pour ambition d'avoir un produit fini dans vos mains, que ce soit en digital ou en physique, c'est un chemin parsemé d'embûches. Moi, j'y suis rentrée comme un Bambi et j'ai eu beaucoup de chance que ça marche du premier coup. Ce n'est pas le cas pour beaucoup de personnes et plus le temps passe, plus je me rends compte de la chance que j'ai eue de réussir à être éditée du premier coup en envoyant mon manuscrit à une maison d'édition. Et je sais très bien que si je relisais les accords de Galéo aujourd'hui, quasiment 2 ans après sa sortie, je dirais pas que c'est nul, mais j'aurais des moments de... Voilà. Ça m'arrive des fois, tu sais, quand je me prends un peu trop la tête en mode non, mais je suis trop une bonne auteure, tu sais, tu reprends tes écrits, tu fais oh. Je compatis, je suis actuellement en train de corriger, de revoir mon livre que j'ai sorti chez Sudarel. Je suis là en train de me dire, en fait, faudrait que je le réécrive limite. C'est... Ouais. Non, faut pas le réécrire. Je vais pas le réécrire, mais il y a des trucs, ça pique. Ouais, non, mais j'ai supprimé la plupart des vieux écrits que j'avais de quand j'avais 11 ans, mais il y en a un que j'ai gardé, ma toute première idée de roman, parce que je compte la réécrire un jour, mais dans une vibe totalement différente. Et c'est des fois, il y a genre 5 pages de trucs, mais c'est des fois je rouvre, et je lis, et je revois la salopée de l'époque qui s'y croyait trop en mode
Je suis Shakespeare. Et là, le vampire, en fait, tu découvres qu'elle est amoureuse du loup-garou. Oh, tais-toi. Donc, si vous écrivez déjà, attendez-vous à la critique. Ça va jamais faire du bien. Parce que même quand les gens vont vous dire ça, c'est génial, j'ai adoré ton bouquin. Moi, j'ai eu beaucoup de critiques, sans me lancer des fleurs, hein, mais j'ai eu plusieurs critiques positives. Mais il y a toujours une nuance dedans, et on te dit oui, par contre, tel truc, t'aurais pu faire mieux, et c'était le truc dont t'étais trop fière, quoi. Moi, j'étais trop fière de comment j'avais construit mon monde, et on m'a dit ouais, il y a quand même des choses que t'aurais pu faire mieux. Donc, il faut s'attendre à la critique. L'édition, c'est un premier pas, comme ils disent dans le chat, mais c'est un premier pas, genre, assez compliqué à apprendre. Il y a beaucoup de possibilités, auto-édition, maison d'édition, chacun prend ce qui lui va le mieux. Tu peux décider d'être publié qu'en numérique ou alors d'écrire que sur Internet de manière libre de droit. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait un sacré chemin. Et moi qui ne regarde jamais de tuto, je suis quand même la première à dire prenez l'expérience des gens qui l'ont déjà fait. Et pas de ceux qui viennent tout juste de publier leur premier roman en mode « Je suis un papillon, regardez comme le monde il est rose ». Prenez les auteurs qui se sont frottés vraiment à plusieurs maisons d'édition, observez leur travail et ne croyez pas tout ce que vous voyez en façade sur les réseaux sociaux en mode « Oh, regardez, j'ai trop de succès et tout machin ». On se vend en tant qu'auteur, on vend notre produit, on vend notre art comme un mannequin prendrait des superposes et se ferait photoshopper le visage pour décrocher plus de contrats et de followers. C'est la même chose pour les auteurs. Donc, ne grattez ce qu'il y a sous la surface parce que vous vous rendrez compte que c'est un chemin à parcourir. Ça en vaut le coup. Pas forcément pour tout le monde. Il y a des gens qui, au final, ne sont pas du tout intéressés par ça. Mais attendez-vous quand même à devoir mener une bataille. Et c'est pas parce que votre roman est publié qu'il va avoir un succès. Et c'est pas parce que vous êtes chez une grande maison d'édition que ça va marcher. Je suis chez une petite maison d'édition, mais ça n'empêche qu'on a quand même des échos. Vous devez vendre votre roman parce que quoi qu'il arrive, c'est votre art. Et on en revient toujours à là. Il n'y a personne qui pourra mieux vendre votre art que vous. Et donc, c'est un parcours du combattant et c'est une passion qui se vit au corps. J'ai parlé beaucoup. Non. Je sais plus. Je voulais dire un truc et je sais plus. Ah, si, ça y est, je sais. Du coup, vu que tu parles de ça, prendre l'expérience des gens, etc., machin, justement par rapport à tout ce qui est édition, le 1er mai, nous ferons une émission dans l'après-midi spéciale. Je crois que c'est ça, hein, c'est dans l'après-midi. Ouais, c'est ça, c'est dans l'après-midi. Spéciale maison d'édition, enfin maison d'édition spéciale édition tout court qui englobe tout et tout. Donc nous sommes à la recherche d'auteurs ayant publié, etc., que ce soit en auto-édition, en maison d'édition. Les éditeurs, s'ils veulent venir, il n'y a pas de souci. Nous sommes à la recherche de personnes comme ça, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et du coup, si vous voulez avoir des infos concernant les éditions, etc., comment se passe une recherche de maison d'édition, comment reconnaître une bonne maison d'édition à une mauvaise, qu'est-ce qu'il faut accepter, qu'est-ce qu'il faut refuser, etc., tout sera dit durant ce live, donc le 1er mai, je le répète. Je pense qu'on fera... Enfin, j'ai pas encore d'heure précise, etc., mais on verra ça tous ensemble au moment où on aura du monde. Et voilà, n'hésitez pas à venir, j'en reparlerai. Et voilà. Annonce très importante. Oui, de toute manière, on va le répéter dans les prochains lives. Oui. Hein, et le meilleur moyen d'avoir des infos, c'est de nous suivre sur les réseaux et d'aller sur notre Discord. C'est là qu'on est le plus actif. Et puis, même pour avoir une communauté autour d'auteurs, c'est une bonne chose de s'entourer d'autres auteurs. Même si vous avez l'impression qu'ils sont inatteignables, ça reste des êtres humains. Et moi, j'ai beaucoup appris en me rapprochant de cercles d'auteurs, en découvrant des gens en convention. Bon, maintenant, avec les conventions, c'est plus difficile, mais il y a toujours des groupes de soutien, avoir plusieurs points de vue, c'est toujours bénéfique. Et si jamais... Ne jamais s'enfermer dans sa propre vision des choses. Par exemple, pire erreur. C'est par exemple si tu as envie d'écrire un nouveau genre, un genre que tu n'as jamais écrit, peut-être que sur notre Discord, il y a quelqu'un qui est spécialisé dans ce genre-là et qui va pouvoir t'aiguiller un petit peu. Hashtag Jordan pour moi avec l'horreur.
qui m'a beaucoup aidé pour ça. Euh, Et du coup, nous allons passer aux questions drôles. Donc du Ah coup, première question, quel était le premier concert où tu es allé? Alors, il y a beaucoup de gens qui sont en mode oui, j'étais au concert d'ACDC. Moi, je sais pas quel âge j'avais, mais j'étais allée au concert de Zut. C'était un groupe pour enfants. J'étais complètement fan à l'époque. Il y avait des phrases absolument philosophiques dans leurs chansons. Par exemple, pour être en maillot, il ne faut pas trop manger de maillot. Oh merde. Tu vois, genre de truc. On était allé avec des amis de la famille, dans le groupe d'amis de ma famille. On était trois petites filles à avoir le même âge. Et du coup, ils les avaient amenés au concert et on s'était éclatés. Et aujourd'hui encore, j'ai certains refrains qui viennent. Des fois, je suis en mode... J'étais tellement fan du truc qu'un jour, je m'étais découpée dans un grand truc en carton. Normalement, les enfants, ils font des châteaux avec des cartons. Moi, je m'étais déguisée en vendeuse de trucs de Zut. Donc, j'ai marqué Zut sur le carton. J'avais des trucs pour repasser mes bras. J'avais découpé des faux CD. J'étais à fond. Du coup, quel est ton talent caché? Mon talent caché. Oui. Ah. Bah... ça dépend pour qui c'est caché, parce qu'il y a des gens qui le savent. Après, c'est difficile d'avoir un talent parce que je trouve ça un peu genre j'ai du talent, tu vois. Mais je dirais qu'un truc qu'en tout cas j'ai pas pu exprimer depuis longtemps, c'est que j'adore le théâtre et l'acting d'une manière générale. J'en ai fait pendant 2 ans quand j'étais au collège/lycée. J'ai même eu le premier rôle une fois. Et j'ai vraiment, en fait, j'ai kiffé ça. J'avais déjà envie avant de pouvoir intégrer cette troupe-là, et j'aurais bien aimé pouvoir continuer après, mais j'ai jamais trouvé de troupe de théâtre qui me plaisait, parce que moi, mon but, au final, c'est de pouvoir présenter une pièce devant un public. Au final, je m'en fous de quoi parle la pièce, dans le sens où c'est pas ce qui m'importe le plus. J'ai envie de me produire, j'ai envie de passer quelque chose aux gens. Et donc voilà, j'ai cette passion pour le théâtre que peu de gens que je connais aujourd'hui m'ont vu exprimer, parce que j'ai pas l'occasion. Et je pense, de ce qu'on m'a dit, en tout cas, à moins qu'on m'ait léché les bottes, je suis pas trop mauvaise. Et du coup, une chose... Ah non mais attends, mon mec il dit son plus grand talent c'est sa verbe passive-agressive qui peut partir des moments les plus inattendus. C'est vrai que des fois, je sais pas délivrer des punchlines parce que je les sors jamais au bon moment, mais je suis capable de dire des choses, des fois ça fait mal, même envers moi-même. Et du coup, une chose que tu ne peux pas vivre sans. C'est-à-dire que si j'écoutais le poète en moi, je dirais les livres. Je ne peux pas vivre sans les livres. La partie réaliste de moi me dit mon PC, mon téléphone. Parce que D'accord. c'est là, déjà parce que, plus mon PC en fait que mon téléphone. Parce que c'est là-dessus que j'écris en fait, et je me verrais pas écrire sur un mouchoir ou dans des carnets, parce que vu que je suis dysgraphique, écrire à la main c'est très fatigant pour moi, donc pire idée du monde. En fait, je peux pas me concentrer sur ce que j'écris, et surtout vu que je me laisse emporter, ça devient illisible. Donc c'est sur mon PC sur lequel j'écris, puis c'est là que je trouve toute mon inspiration, et surtout aussi que je suis en contact avec des gens j'aime les gens. Les gens ne m'aiment pas tous, mais j'aime les gens. Donc c'est important pour moi de pouvoir garder contact, donc je dirais que en Faudrait que je la définitive, note, c'est celle-là. l'ordinateur. Et puis au final, tu peux lire des livres sur ton ordinateur, donc bingo. Et sur ton téléphone aussi. Ouais, mais c'est plus grand l'ordinateur. Ouais. Ça fait moins mal aux yeux. Et en plus, avec les livres, tu peux pas regarder auteur en live. Oui. Ou alors faudrait inventer. Une retranscription mot pour mot, y compris avec les bugs de stream, de tout ce qui se passe pendant nos lives. Comme hier. Allô? L'écho. Oh non, c'est parti.
5 pages d'écho. Ah oui, alors il y en a qui disent la bouffe. Je vais dire quelque chose qui va faire que je me fais beaucoup d'ennemis. Je n'aime pas manger. Je ne retire que très peu de plaisir à me nourrir. Ça se voit par le fait que je suis un fil de fer. Il y a très peu de choses qui me donnent envie de bouffer. Dans le sens où je saute pas des repas parce que j'oublie de manger, mais je mange pour vivre. Uniquement pour ça. Le strict minimum. J'ai des chocolats sur ma table de nuit. N'importe qui, quand il regarde un truc, serait en train de, tu sais, pendant Netflix, tu t'en bouffes un, tu t'en bouffes deux, puis à la fin, il n'y a plus de paquet. Moi, ils sont là depuis décembre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu comptes les manger quand? Tu comptes les manger quand, tes chocolats? Parce que là, on n'est pas très pack, quand même. Je compte les filer à mon mec comme d'habitude parce que lui justement, il a ce réflexe de grignoter. Moi, on m'a appris à pas grignoter et j'aurais pu être cette gamine qui sort la nuit à 2h du mat pour aller choper un paquet de chips. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Voilà, j'ai brisé les espoirs de beaucoup de monde. Alors du coup, quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Alors, j'allais dire voler, mais tout le monde dit voler, et du coup, vu que je suis contre-courant, je vais pas dire voler. Quel pouvoir j'aimerais bien avoir? Oh, bah oui. Le pouvoir de créer des illusions, mais pas en mode chat, tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois un peu, tu me vois. Tu me vois plus, tu me vois. Tu me vois un peu, tu me vois plus. Genre, dans le sens où, comme ça, t'imagines toutes les images que tu as dans ta tête en tant qu'auteur, tu peux sortir les personnages de ta tête et leur faire avoir le vrai dialogue en 3D. J'avoue. Oh, je me taperai de ces discutes avec certains d'entre eux. Bon, écoute, je suis désolée pour ce qui va se passer, mais tu as besoin de ce traumatisme pour ensuite te rendre compte que tu es amoureux. Non, ne commence pas à pleurer. Nous regardons ta conversation, vas-y. Donc, voilà. J'ai les projeter, les parer, éventuellement leur foutre 2-3 claques. Parce que des fois, tu sais, t'écris des bouquins toi aussi, tu sais que des fois... Oui. Je sais que c'est de ma faute, mais c'est de ta faute. Et du coup, si tu pouvais ressusciter un artiste, qui ce serait? Alors, très bonne anecdote à ce sujet-là. Je suis fan de ce qu'on appelle un peu la vieille fantasy, la fantasy américaine du début des années 2000, j'imagine, je sais même pas. Bref, c'est vieux. Tu vois, tout ce qui est les Chroniques de Shannara par Teneric Brooks et l'Assassin Royal par Robin Hobb. Et oui, c'est des vieux bouquins, si tu veux. Je suis allée sur Wikipédia pour les chercher un peu, je me suis rendu compte que les bouquins étaient genre... Teneric Brooks, c'est des années 90. C'est les années de ma naissance, si tu veux. Un des romans, c'était 93, donc j'étais en mode... Putain, trop... Mais du coup, j'imagine qu'ils sont morts. Et puis un jour, sur Twitter... Oh mon Dieu! Ils sont en vie! Et en plus, ils sont meilleurs potes! Donc, si je n'avais pas su à l'époque, j'aurais demandé de les ressusciter eux, qui n'étaient pas morts. Deuxième anecdote à ce sujet, pour le bac de français, notre exercice d'invention, ça avait été écrire le discours, c'est pas le discours mortuaire, mais le discours que tu ferais à l'enterrement d'un auteur. J'ai écrit le discours pour la mort de J.K. Rowling, qui est bien vivante, hein, ça tout le monde le sait. J'ai eu 19. Je m'en fais. Le truc improbable, sachant que j'étais en série scientifique. Donc voilà, je veux la mort de beaucoup d'auteurs juste pour pouvoir écrire leur mort. Mais qui je ressusciterais? Comme artiste, si on regarde en général. Oui, artiste en général. Limite, même la personne qui joue du violon en bas de chez toi, enfin, qui du coup est encore en vie, donc non. Si elle joue du violon en bas de chez toi. T'as compris l'idée. Oui, je vois. Je réfléchis vraiment parce que j'ai personne qui me vient... Non, pas Edith Piaf. Pas Edith Piaf parce que... Non, Stéphie, c'était pas contre toi, dans le sens où c'était il y a 20 ans, c'est pas vieux. Pour des bouquins, c'est vieux, pas pour les gens.
Edith Piaf, non, parce que bon, elle chantait bien et tout, mais c'est un autre temps, ça a le charme d'un autre temps. Ce serait plutôt ressusciter quelqu'un, c'est pour avoir une discussion avec cette personne. Mais là, je sais pas, ils sont bien morts. Ils ont fait leur temps, non? Je sais pas. Si, bah si, du coup, vu que j'ai personne que j'ai envie de ressusciter parce que je les aime, je ressusciterai Shakespeare pour lui dire que je trouve que son travail c'est nul. Et je m'en irai. Et je ne me reverrai plus jamais. Écoute-moi bien, je t'ai sorti d'entre les morts. Toi, star du théâtre anglais, toi dont les œuvres ont été adaptées dans tous les formats possibles, la sculpture, l'écriture, le chant, les comédies musicales, eh ben je trouve que c'est nul, Zoubi. Ok. Quitte à pouvoir rendre plaisir à personne, autant faire chier les gens. Donc, nous avons fini pour les questions drôles. Donc, nous allons pouvoir dire au revoir à YouTube. Donc, Ciao. au revoir YouTube. Merci d'être venu regarder cette vidéo. N'hésitez pas du coup à commenter, à aimer cette vidéo, à vous abonner, à venir sur les lives aussi. Comme vous pouvez le voir, on rigole beaucoup. Et, qu'est-ce que ça amuse. et voilà. Et pour le 1er mai. À bientôt. Et demain, à le live de demain. Non, samedi. On est mercredi aujourd'hui. Oui, mais demain, on est jeudi. Et du coup... mais le 15. Bah, le 15, c'est samedi. Du coup, samedi le 15 Oui. Je m'appelle... Bah non, on est le 14 aujourd'hui. Mais c'est le... Ah, tu parles pour le gagnant du concours? Oui. Le gagnant du concours, c'est le 15 mai. Oui, mais... Écoutez, à bientôt. Je vis une période très stressante. À bientôt YouTube. Ah non.